Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Il y a quelques jours, la réinstallation en grande pompe du fauteuil du prophète Élie dans la synagogue de Cavaillon, après des mois de restauration, a rappelé ô combien l'héritage du judaïsme comtadin apparaissait important pour les Français. De ces juifs du pape, pourtant, peu restent connus aujourd'hui du grand public. C'est pourquoi Patrimoine et culture du judaïsme a décidé cette semaine d'interroger le spécialiste de la question, Peter Nahon, auteur d'un récent travail universitaire sur les langues juives parlées en Provence. Peter, bonjour, vous êtes avec nous? Oui, Emmanuel, bonjour. On va d'abord vous présenter un peu pour nos auditeurs. Vous avez effectué un parcours assez remarquable. Vous êtes diplômé de l'école des Chartes, qui forme les archivistes et conservateurs de musées. Vous êtes agrégé de lettres classiques et docteur ès-lettres de la Sorbonne. Et récemment, vous avez été nommé chargé de recherche au CNRS pour poursuivre et développer vos travaux sur les langues romanes et hébraïques. Alors, dans votre thèse, vous vous êtes intéressé au particularisme socio-linguistique des communautés juives du sud de la France, aux langues des Juifs de Gascogne, de Provence, mais également de Nice. Aujourd'hui, nous allons plus spécifiquement nous intéresser à la langue parlée par les Juifs de l'ancien Contint vénécin et par leurs descendants originaires de Carpentras, de Cavaillon et des villes alentours de l'actuelle Vaucluse. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur cette zone géographique, Peter? Et pourriez-vous également nous préciser les sources sur lesquelles vous vous êtes appuyé? Tout d'abord, il y a beaucoup de raisons en fait qui m'ont poussé à faire ce travail. C'est que pour certains aspects de la chose, ça n'avait pas du tout été fait, pas du tout été étudié, et pour d'autres, beaucoup de travaux qui existaient étaient fautifs, lacunaires, partiels, imprécis, et donc tout ça devait être refait de fond en comble. Et mes sources sont tous les documents laissés par les communautés juives du Midi de la France, tous les documents écrits, et l'enquête de terrain auprès des derniers descendants de ces anciennes communautés juives, donc les descendants des juifs qui étaient dans le sud de la France avant la Révolution. Et parmi ces descendants, évidemment, je suis allé interroger ceux qui parlaient encore de manière résiduelle les anciennes langues de leurs ancêtres. Alors, vous avez notamment pu compter sur un texte du début du XIXe siècle, écrit par un juif, en langue judéo-provençale. Pourriez-vous nous en toucher un mot et expliquer aux auditeurs en quoi il constitue une source de premier ordre pour la connaissance de ce parler des juifs comtadins? Une pièce de théâtre tout à fait curieuse qui a été écrite par donc Arcano et Barcano, une pièce de théâtre qui a été écrite vers 1825 par un juif provençal installé dans le Languedoc et qui est une sorte de mise en scène de comment se passait la vie dans le ghetto de Carpentras avant la Révolution. Tout ça évidemment exagéré d'une manière un peu grotesque pour en faire une comédie. Et la particularité de cette pièce de théâtre, c'est que les personnages s'expriment dans le jargon hébraïco-comtadin, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire la forme de provençal local truffé de mots hébreux et de prononciations particulières propres aux juifs, que l'auteur avait entendu encore avant la Révolution à Carpentras et que lui-même pratiquait, bien qu'il ait pu aussi s'exprimer en français, puisqu'il a écrit aussi toute une série de livres en français. Et en fait, c'est une des sources, pour ce qui est en tout cas des sources écrites, je parle pas des gens que j'ai interrogés, parce que ça, évidemment, ça a été une mine d'informations phénoménale, mais pour les sources écrites, c'est le document le plus précieux pour arriver à savoir comment les Juifs parlaient en Provence au XVIIIe siècle et avant. Comment expliquez-vous l'apparition de ces parlers des Juifs du Sud et leur pérennisation pendant des siècles en Provence et de façon générale dans tout le Midi de la France? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que, les Juifs parlaient, c'était des Provençaux comme tout le monde, ils parlaient le patois provençal comme tout le monde. Et puis, à un moment, ils se sont mis à utiliser l'hébreu, enfin, une partie d'entre eux s'est mise à utiliser l'hébreu comme langue rituelle, pour lire la Torah, pour écrire des commentaires, pour écrire toutes sortes de traités, etc. Et on a commencé, au cours du Moyen-Âge, à apprendre l'hébreu à enseigner l'hébreu aux enfants juifs en Provence comme ailleurs en fait en Europe. Et puis à un moment,
Dans toutes les sociétés un peu fermées et un peu minoritaires parmi une société majoritaire, il y a toujours un moment où on a besoin de se constituer une espèce de vocabulaire secret, une espèce d'argot. Et puis pour le faire, on puise dans les ressources qu'on a à sa disposition. Donc souvent dans les zones de frontières, on puise dans la langue de la région linguistique voisine, etc. Et ben pour les Juifs, c'était bien simple. Comme à côté, ils apprenaient l'hébreu à des fins rituelles, à des fins liturgiques, etc. Donc ils connaissaient un peu d'hébreu. Quand ils avaient besoin d'exprimer, quand ils parlaient leur provençal spontané, et qu'ils avaient besoin de crypter, de coder en fait une partie de leurs énoncés pour rester, pour parler entre eux, pour pas qu'on les comprenne à l'extérieur, etc. Ils puisaient dans le répertoire des mots hébraïques qu'ils apprenaient à l'école. Et c'est comme ça en fait que sont apparus, mais même ailleurs dans la diaspora, toutes ces langues dites juives qui sont en fait des formes d'une langue locale avec des infiltrations de mots hébreux. Tout ça est né en fait dans ce contexte-là. Ouais. Ça a été une introduction délibérée de mots hébreux qu'on apprenait à l'école, qu'on apprenait dans un contexte religieux et qui était en quelque sorte désacralisé pour être utilisé dans la vie courante comme une sorte d'argot. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Y a-t-il encore des locuteurs de ces parlers des Juifs du Sud? Et si oui, comment qualifie-t-il ce cryptolecte, cette langue secrète, comme vous la qualifiez dans votre livre? Les gens qui parlent encore un petit peu ce vocabulaire, puisqu'il y a encore en Provence des descendants des Juifs provençaux qui ont gardé en fait l'usage de tout ce vocabulaire d'hébreu un peu estropié, un peu provençalisé, un peu patoisé, qu'on employait dans la vie courante, dans le commerce, etc. Eux, les descendants de ces Juifs provençaux qui emploient encore ça, ils appellent ça le dabérage. Alors on pourrait continuer des heures à parler de ce sujet, qui au demeurant semble aussi inédit que passionnant. On va rappeler aux auditeurs que vous êtes l'auteur d'un récent travail de linguistique sur la question, malheureusement édité à un très petit nombre d'exemplaires pour l'heure, mais une forme vulgarisée devrait prochainement paraître. On le fera savoir sur Patrimoine et culture du judaïsme en temps voulu. On vous remercie, Peter Naon, pour cet échange d'un grand intérêt. Le podcast de cette chronique pourra être retrouvé prochainement sur le site de la radio juive de Marseille, RJM, et sur la chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. PCJ vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine. Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.